chers amis, merci d'être là, nombreux. C'est d'autant qu'on a changé l'horaire un peu au dernier moment pour des raisons logistiques. Donc merci d'avoir pu quand même vous déplacer, d'être venu. Alors évidemment, c'est entre guillemets la reprise de la campagne pour les dernières semaines qui restent, dans un contexte qui sera évidemment différent. Ce sera plus lourd, plus grave. Je souhaiterais d'ailleurs que nous commencions cette réunion par avoir une pensée et par marquer une minute de silence en vous levant, s'il vous plaît, pour l'ensemble de nos morts. 130, je crois, pour l'instant. Il y a encore beaucoup de nos compatriotes qui sont blessés, des centaines, qui sont parfois encore dans un état critique, pour certains qui se battent encore contre la mort. Donc je souhaite que nous ayons cette minute de silence. Merci. Je souhaite également que nous pensions aux personnes qui ont perdu la vie dans l'accident du TGV. On n'a pas beaucoup parlé parce que c'était en même temps que l'attentat, mais il y a eu également 11 morts dans le Bas-Rhin. Et ces disparus-là, évidemment, sont également dans nos cœurs et dans nos pensées, parce que c'est un accident absolument épouvantable qui a eu lieu sur cette ligne à peu près au même moment que les attentats. Je rends hommage, bien sûr, avec vous tous, je le sais, à nos forces de l'ordre et à nos forces d'intervention qui ont fait preuve d'un courage absolument, d'un professionnalisme remarquable depuis le début des opérations, qui se battent contre des dingues, contre des fous, et qui font un travail absolument remarquable. Je salue également nos pompiers, nos services de secours, qui, là aussi, ont fait preuve d'un très grand professionnalisme, d'un très grand sang-froid, et ils font l'honneur et l'admiration de toute la nation. Donc, qu'ils soient remerciés pour cela. Alors, j'ai souhaité, et comme les autres candidats, d'ailleurs, je l'ai constaté dans la région, j'ai souhaité reprendre cette campagne après, évidemment, le deuil national. Je l'avais suspendu dès vendredi soir, c'était absolument naturel. Le deuil national a été clôturé avant-hier soir. Nous avons laissé passer la journée d'hier. J'ai souhaité reprendre cette campagne, d'abord pour une raison simple, il faut démontrer que la démocratie est plus forte que le terrorisme. Ils veulent nous faire taire, ils veulent nous faire plier, ils veulent faire taire et faire plier la démocratie et la République française. Eh bien, on leur dit non. Et heureusement que les élections régionales ont été maintenues, et heureusement qu'elles ont été maintenues à la même date, sinon ça aurait été leur victoire sur toute la ligne. Voilà. Bien sûr, cette campagne reprendra, mais vous avez tous en tête ce qui s'est passé, nos compatriotes ont tous en tête ce qui s'est passé, ils savent aussi que rien ne nous dit que ça ne peut pas recommencer, que malheureusement nous n'avons pas la certitude d'être aujourd'hui en sécurité. Et donc, bien sûr que nous allons continuer à parler des sujets qui intéressent la région, qui intéressent les compétences régionales, parce que c'est notre devoir. C'est notre devoir de faire vivre la démocratie et la République. Mais nous avons aussi en tête ce qui s'est passé et nous avons le devoir d'y apporter une réponse. Alors, quand nous voyons les témoignages qui viennent du monde entier, vous avez vu comme moi que la Marseillaise est chantée partout en ce moment dans le monde, que beaucoup de monuments en France et dans le monde se colorent en bleu, blanc, rouge, les témoignages de soutien, on se rend compte que quand la France est touchée, c'est le monde qui pleure. Eh bien, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que notre pays, il incarne quelque chose, qu'il incarne cet idéal de liberté, cet idéal de grandeur, cet idéal français que nous portons et que l'ensemble des Français réunis, unis, parce qu'ils ont été spontanément unis dans la douleur, mais aussi dans la colère, les Français, après ces attentats, eh bien que cet idéal, il est regardé dans le monde entier comme quelque chose de précieux. Parce que je crois que l'émotion qu'on ressent dans le monde entier en ce moment sur ce qui s'est passé dans notre pays, eh bien, elle n'est pas feinte, elle témoigne d'une réalité extrêmement vivante, extrêmement concrète.
Et je crois que voir du bleu, blanc, rouge, voir des Marseillaises, entendre des Marseillaises, c'est quelque chose qui nous fait chaud au cœur, qui ne va pas nous ramener nos morts, qui ne va pas soigner nos blessés, mais qui au moins démontre qu'il y a une solidarité avec la France. Et cela, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Alors oui, la France a été touchée pour la 6e fois cette année. Pour la 6e fois cette année, en 2015, la France a été touchée par le fondamentalisme islamiste, et 5 fois sur 6, il a tué. Bien sûr, dans des proportions épouvantables, la dernière fois, comme vous le savez. Alors nous avons... Marine Le Pen était reçue par le président de la République et le Premier ministre qui était là aussi. Je l'ai accompagné et nous avons eu l'occasion de discuter avec lui, c'était il y a quelques jours, de ce qui s'est passé et surtout des propositions qui doivent être faites. Parce que le premier devoir du responsable politique, c'est de remettre la France et les Français en sécurité. Ces propositions, nous ne les avons pas inventées sous le coup de l'événement ou du drame. Ces propositions, nous les martelons, vous le savez, depuis des années et des années. Et nous ne pouvons que regretter que ces propositions n'aient pas été reprises par les différents gouvernements en place depuis des années et des années, que ce soit des gouvernements UMP ou le gouvernement socialiste aujourd'hui. Alors on a discuté avec le président de la République et le Premier ministre. Et on a constaté le lendemain, lors de son discours au Congrès, qu'il y avait, dans ses déclarations, dans ses annonces, on regardera de près, qu'il y avait quelques timides avancées. Alors je le signale, parce qu'il faut savoir le signaler quand ça arrive, il y a de timides avancées parce que tout simplement, ils vont vers ce que nous proposons. Donc, je ne vais pas maintenant regretter ce que j'ai demandé hier. Par exemple, quand il annonce des créations de postes dans la police, la gendarmerie, les douanes, on s'en félicite. Alors ça n'est pas suffisant, c'est loin d'être suffisant parce qu'il ne rétablit pas les 12 500 postes de police et de gendarmerie supprimés sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Il ne rétablit pas les 2000 postes de douaniers supprimés sous le même mandat de Nicolas Sarkozy, qui, du point de vue des effectifs des forces de l'ordre et des douanes, a été un véritable carnage. Ce quinquennat a été une catastrophe. Mais au moins, il y a un petit effort qui est fait. Il y a aussi un petit effort très insuffisant qui est fait concernant l'armée, où on arrête de diminuer les effectifs. C'est ce qu'on nous a annoncé. 9500 postes devaient être supprimés d'ici la fin du mandat. Finalement, ils ne seront pas supprimés. Ça reste aussi très insuffisant. Parce que là aussi, sous le mandat de Nicolas Sarkozy, on s'est attaqué aux effectifs militaires. 54 000 postes en moins sous le mandat de Nicolas Sarkozy, et François Hollande en avait déjà ajouté 7 à 8 000 en moins. Il faut rétablir les effectifs militaires à au moins leur niveau de 2007. Il faut rétablir les effectifs de la police, de la gendarmerie, des douanes à au moins leur niveau de 2007. Il faut rétablir le budget militaire à au moins 2% du PIB, et il faut l'inscrire dans la Constitution française. Parce qu'aujourd'hui, il est tombé trop bas. On ne peut pas demander à notre armée de se battre sur le territoire national et dans le monde entier, et en même temps réduire année après année ses moyens, ses effectifs et ses équipements. On a vu aussi de timides avancées sur la question des frontières. Alors c'est vrai que la question des frontières, c'était un tabou absolu. On nous a expliqué pendant des années et des années, même des décennies, que les frontières nationales c'était totalement ringard, que ça ne servait à rien, que Schengen c'était formidable, et que les frontières européennes allaient très bien s'occuper de tout ça. Bon. Les frontières nationales sont en train de revenir au goût du jour. Et dommage que ça revienne si tard. On nous a expliqué aussi, vous comprenez, si vous mettez les frontières nationales, ça va créer des embouteillages pour les travailleurs transfrontaliers. Il y a aujourd'hui des technologies qui permettent d'éviter ces embouteillages et de passer à côté par des passes notamment électroniques, on sait faire. Alors, la frontière, c'est un filtre. La frontière, c'est un filtre naturel. Une nation, un État se définit notamment par sa frontière. Sinon, il n'y a pas de nation, il n'y a pas d'État s'il n'y a pas de frontière. Et 95% des pays ont une frontière. Alors là, on rétablit des contrôles aux frontières, très imparfaits parce qu'on manque de douane. Et oui, on a détruit les services. Donc chacun aura constaté que les contrôles aux frontières sont quand même aléatoires. Et on les rétablit pour l'instant pour 1 mois. Nous demandons évidemment le rétablissement définitif des contrôles aux frontières nationales et le rétablissement des effectifs et des moyens de la douane par ailleurs, pour les rendre réels et durables. On dit l'Union européenne, Schengen sera contre, mais on se moque éperdument de Schengen et de l'Union européenne. Quand il en va de notre sécurité et de nos vies, il est évident que la Commission européenne, c'est le dernier de nos soucis.
Et on a vu une petite avancée sur la déchéance de nationalité française. Là aussi, on nous a dit on va élargir un peu les conditions de déchéance de nationalité, notamment ça pourra s'appliquer aussi aux Français binationaux qui sont nés français, ce qui n'était pas possible jusqu'ici, il fallait être obligatoirement naturalisé. Bon, très bien, on l'a demandé depuis longtemps, mais ça n'est évidemment pas suffisant. Ça n'est pas suffisant parce que nous estimons que les djihadistes binationaux, ceux qui partent s'entraîner en Syrie, en Irak, pour faire ou projeter de faire leurs horreurs, ne méritent pas d'être français. Et qu'il faut l'application immédiate et systématique de la déchéance de nationalité française pour ces djihadistes binationaux. Ça, c'est ce que nous lui avons dit. Nous lui avons dit d'autres choses, et ces autres choses constituent les grandes lacunes de ce qui n'existe pas aujourd'hui dans les annonces du Premier ministre et du Président de la République. Il y en a trois, des grandes lacunes. Mais ce sont trois grandes lacunes fondamentales. D'abord, la question de l'immigration n'est pas posée. Or, elle est au cœur du problème. Elle est au cœur du problème, non seulement pour ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire l'afflux de migrants. Là aussi, nous avons appris qu'au moins un des terroristes, un kamikaze du Stade de France, et peut-être plus, et peut-être que le cerveau qui a été, le cerveau entre guillemets, qui a été arrêté, qui a été tué même l'autre jour à Saint-Denis, en faisait partie. En tout cas, on apprend pour l'instant au moins un kamikaze est arrivé en France via la Grèce le 3 octobre dernier parmi le flux de migrants. Voilà. Alors ça, vous savez, c'était pas très compliqué d'annoncer, de prévoir et de prévenir. Il suffisait de lire les communiqués de l'État islamique. En mars dernier, l'État islamique avait publié un communiqué en disant « Nous allons infiltrer les flux de migrants et nous allons y positionner des djihadistes qui viendront faire des attentats chez vous. » Le seul problème, c'est que l'État islamique, lui, il tient ses promesses. Et ils l'ont fait. Alors, évidemment, continuer de dire qu'il faut accueillir ces migrants sur notre territoire national, c'est une folie. C'est une irresponsabilité totale. Nous demandons donc, mais nous le demandions déjà avant, l'arrêt de l'accueil de migrants en France et l'arrêt de leur dispersion dans les communes comme nous sommes en train de le faire. Vous en entendez parler, dans ces villes et ces villages, où on ne demande même pas leur avis à la population, même pas aux maires, même pas aux équipes municipales. Ça, il faut que ça cesse. C'est une folie, c'est une irresponsabilité. Bien sûr que tous les migrants ne sont pas terroristes, heureusement. Mais s'il y en a déjà quelques-uns parmi les flux, mais ça justifie qu'on arrête et que par précaution on arrête ces flux. Je crois que c'est un principe de bon sens. Et là, évidemment, ça c'est une grosse lacune de ce qui est annoncé en ce moment. Il n'est pas question de toucher à ces flux de migrants. Ça nous paraît dingue. L'immigration, c'est au-delà de ces flux actuels de migrants, un problème structurel. Parce qu'il y a des Français, beaucoup de Français dans les terroristes qui ont tué d'autres Français. Comment en est-on arrivé à ce que des Français tuent des Français? Comment en est-on arrivé à ce que des Français aient à ce point la haine de la France en eux? Ça pose un problème. Ça pose un immense problème. Comment en est-on arrivé à fabriquer des Français qui détestent la France et qui veulent tuer des Français? Ben, ça pose le problème de l'assimilation, ça pose le problème du communautarisme, ça pose le problème de la ghettoisation, ça pose le problème des zones de non-droit, ça pose le problème d'une immigration massive qui rend impossible l'assimilation, ou dans de trop rares cas. Voilà pourquoi il faut cesser l'immigration légale et clandestine en France. Et ça, cette question, pour l'instant, elle n'est pas posée. C'est un tabou. Ni par l'UPS, ni par l'UMP. L'UMP, en ce moment, il parle beaucoup. Mais qu'ils aient un peu de décence. Un peu la décence de voir leur bilan. De voir même leur vote tout récent au Parlement européen. L'ensemble des eurodéputés UMP, il y a 3 semaines, ont voté les quotas de migrants. Pas les eurodéputés du Front National. Ils ont voté contre. Deuxième grand tabou, c'est l'Europe. Oui, parce que, évidemment, pourquoi pas de frontières nationales? Parce qu'il y a Schengen et il y a l'Union européenne. Et puis, vous l'avez vu, en ce moment, on va faire quelques efforts budgétaires pour la police, la gendarmerie, l'armée, les douanes. Oui, mais il va falloir demander au bout d'un moment l'autorisation à Bruxelles. Parce que pour l'instant, Bruxelles a dit on comprend. Ils n'ont pas dit on approuve, on a dit on comprend. Mais dans quelques semaines, dans quelques mois, est-ce qu'ils comprendront toujours quand il s'agira de valider le budget de la France?
Est-ce qu'ils ne demanderont pas des compensations? Ah, vous avez le droit de faire un petit effort sur la police, mais alors vous allez continuer de dérembourser vos médicaments. Vous allez privatiser tel ou tel service public. L'Europe nous rend vulnérables, très vulnérables. Elle nous empêche d'avoir ces frontières. Et les frontières européennes sont de véritables passoires. Schengen est une passoire géante aujourd'hui. Ils veulent aujourd'hui nous dire qu'ils seront capables de contrôler 14 000 km de frontières. Soyons réalistes, soyons responsables. On sait bien que c'est impossible, on sait bien que c'est un mensonge. Qu'ils ne le veulent pas d'ailleurs. La Commission a annoncé l'arrivée de 3 millions de migrants supplémentaires d'ici 2017, c'est-à-dire dans 13 mois. L'Europe nous rend vulnérables aussi parce qu'elle veut poursuivre cette crise des migrants, cet accueil. Ils l'ont dit tout de suite. Juncker l'a dit, Schulz l'a dit. Président de la Commission, président du Parlement européen. Ils l'ont dit là, il y a encore quelques heures. Et elle nous rend vulnérables parce qu'aujourd'hui, qui décide de l'expulsion d'un étranger quand on veut expulser un étranger? C'est d'abord le juge français, mais il y a des recours. Et il y a des recours notamment devant le juge européen et devant le juge de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. Et ces recours sont très protecteurs pour les étrangers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État français n'a plus en réalité la souveraineté de décider qui peut se maintenir sur son territoire national. Ça aussi, ça pose un énorme problème. Vous savez que la double peine supprimée par Sarkozy, aujourd'hui, est illégale au regard de la Cour européenne des droits de l'homme. Si on veut rétablir la double peine, et il faudra rétablir la double peine, et on rétablira évidemment la double peine, eh bien il faudra se défaire des obligations de la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'elle ne l'autorise pas. Donc ça pose un problème de vulnérabilité. Et puis le troisième grand sujet qui n'est pas dans le débat, ou très peu, c'est l'islamisme, c'est le fondamentalisme islamiste. C'est l'islam radical, que je ne confonds pas avec l'islam, mais c'est l'islam radical. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et on ne le demande pas non plus aujourd'hui, on le demandait déjà depuis des mois et des mois, on avait même fait une pétition sur le site du Front National. Il y a une centaine de mosquées radicales, salafistes, qui sont identifiées en France par le ministère de l'Intérieur. Mais il faut les fermer. Il faut les fermer. Mais il fallait les fermer d'ailleurs depuis bien longtemps, parce que ce sont des lieux de haine, ce sont des lieux de radicalisation. Donc nous demandons la fermeture immédiate de ces mosquées radicales. Elles sont connues, elles sont identifiées. Nous demandons également, vous savez, il y a 11 000 fichiers S en France. Alors tout le monde n'est pas fiché pour islamisme, il peut y avoir d'autres raisons. Mais il y en a pas mal qui sont fichés pour radicalisation islamiste. Mais parmi ces fichiers S, comme on dit, par le renseignement, il y a beaucoup d'étrangers. Mais moi, un étranger fiché S, j'ai pas envie simplement qu'il soit surveillé. J'ai envie qu'il soit expulsé. Il n'y a rien à faire sur le territoire national. Vous voyez, ce sont des mesures à prendre. Appliquer la laïcité, appliquer l'ordre républicain, aller vider les banlieues de leurs armes. Parce qu'il y en a dans certaines banlieues, on le sait bien. Ça avait déjà été promis en 2005 par Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. On va vider les caves dans les banlieues. Mais il faut le faire. Parce que plus on attendra, moins on aura la capacité même physique et logistique de le faire. Et ce sont ces mesures-là qu'on a redites, puisqu'ils voulaient nous consulter, nous recevoir. C'était pour entendre quelque chose. Et il nous a entendus. On est resté 50 minutes avec le président de la République et le Premier ministre, et on leur a dit tout ça. Alors les timides avancées, on les a soulignées, malheureusement sont très en deçà de ce qu'il faut faire. Très inférieur à ce qu'il faut faire. Petite avancée aussi en politique étrangère. C'est vrai qu'on nous expliquait depuis des années que la Russie c'était le grand méchant loup. On avait tort de demander à coopérer davantage avec la Russie contre l'islamisme. Il se trouve maintenant qu'il se rapproche de la Russie. Tant mieux, ça va dans le bon sens. Mais il faut aussi le faire avec l'État syrien. Il faut aussi le faire avec l'Iran. Il faut le faire avec toutes les puissances également occidentales, bien sûr, avec les États-Unis. Mais il faut que tous ceux qui combattent le fondamentalisme islamiste là-bas soient considérés comme des alliés. Ça ne veut pas dire qu'on approuve ces régimes. Ça veut dire qu'on sait qui est notre ennemi. Et notre ennemi aujourd'hui, c'est l'État islamique. Donc on doit s'allier aux pays qui combattent l'État islamique. Et on doit arrêter de disperser notre énergie, nos forces et nos moyens sur d'autres combats qui sont des combats parfois même contradictoires avec ce combat contre l'islamisme. Alors s'ils avancent dans le bon sens, tant mieux. Mais maintenant, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Sans parler évidemment de la réorientation de la politique française, de manière générale, pour éviter la reproduction de ce qu'on a fait en Libye, de ce que Sarkozy et BHL avaient fait en Libye en 2011. C'est la destruction d'un État et beaucoup de filières d'immigration et de djihad vers l'Europe et vers la France, parce que l'État est
complètement détruit. Là aussi, c'était une irresponsabilité que nous avions dénoncée un peu seul, il faut dire, hein, à l'époque. Alors, aujourd'hui, bien sûr, il y a des militants ici, et je les félicite pour tout le travail qui a déjà été fait, et qui sera fait demain. Mais vous verrez, on vous parlera beaucoup de ça sur le terrain, vous l'avez déjà constaté. Alors vous avez des réponses à apporter, ce sont des réponses nationales, il ne faut pas se mentir, hein. Ce que je vous ai dit là, c'est du ressort de l'État, c'est du ressort d'une politique gouvernementale, d'un président de la République, d'un chef de l'État. Mais la région, et encore une fois, je n'invente pas ces mesures ce soir, je le disais déjà avant, la région a aussi sa part à prendre. Elle ne peut pas tout, mais elle peut lancer des signaux, et elle peut mener des politiques concrètes. Je vous en donne quelques exemples que je développais déjà, alors je les développe devant vous. On a dans 2 régions, parmi les 3 qui constituent la nouvelle grande région, Champagne-Ardenne et Lorraine, on a voté des subventions aux migrants. 200 000 € en Lorraine, 150 000 € en Champagne-Ardenne. L'UMP s'est courageusement défilé au moment du vote en ne prenant pas part au vote. Nous, on a voté contre. Nos élus ont voté contre. Bah, évidemment, moi, j'annulerai ces subventions. Et je les réaffecterai vers ceux qui en ont besoin, notamment nos anciens. Et puis, je ferai pression sur les communes qui, je parle de celles qui accueillent volontairement les migrants. Il y en a d'autres à qui c'est imposé, mais pour celles qui accueillent volontairement les migrants, j'essaierai de faire pression. J'essaierai de dialoguer, j'essaierai de dire, écoutez, consultez votre population, vous verrez qu'elles ne sont pas d'accord avec vous. Respectez la démocratie. Ça, c'est le rôle d'une région, d'un président de conseil régional. C'est de dire aussi, on a une politique de subventionnement d'associations qui dépend du conseil régional. Il n'est pas question de mettre 1 € de subvention publique pour des associations communautaristes. Et les associations qu'on subventionnera, qui interviennent dans le champ social, il va falloir qu'elles signent un désengagement extrêmement clair. Le refus du fondamentalisme, le refus du communautarisme, parce que la puissance publique n'a pas à subventionner n'importe quoi. Ça aussi, ça dépend de la politique d'un conseil régional. En Alsace, je l'ai souligné déjà, quand le président sortant, le candidat actuel, M. Richert, accepte de poursuivre le subventionnement d'une nouvelle grande mosquée qui doit avoir le jour à Strasbourg, 15 000 m², 2 minarets de 36 ou 44 mètres, alors que M. Erdogan est venu faire un meeting à Strasbourg, il y avait 15 000 personnes, hommes et femmes séparés, il y a quelques semaines, nous expliquant qu'il ne fallait surtout pas s'intégrer, qu'il fallait rester les Turcs d'Europe, je le cite. Vous trouvez que c'est un discours républicain, ça? Hommes et femmes séparés, vous trouvez que c'est très républicain? Mais comment on peut accepter de... Je veux dire, on ne subventionne pas par l'argent public et l'argent de la région des mosquées. Voilà, on ne fait pas rentrer l'islam dans le concordat quand il n'y est pas. Il n'y est pas, on ne va pas le faire rentrer. Ça, ce seront des principes extrêmement clairs. Des principes que nous poserons. Et puis moi, je ferai une consultation régionale. Je l'ai déjà annoncé avant, c'est pas récent non plus, mais je l'ai déjà dit, je le redis. Je ferai une consultation régionale. Je ne sais pas quelle forme elle prendra. Peut-être par Internet, peut-être physique, on verra, selon les moyens aussi dont on dispose, sur cet accueil de migrants. Parce que manifestement, on n'est pas entendu là-haut. Donc on fera une consultation. Puis moi, j'irai voir le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre et le Président de la République s'il faut. J'irai à côté chez moi, en Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine. Il se trouve que X%, et je ne doute pas qu'on soit largement majoritaire, ne veulent pas continuer l'accueil de migrants dans nos communes. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Puisque vous refusez de faire un référendum, moi je l'ai fait à votre place. Et Marine Le Pen a pris le même engagement dans sa région, dans Pas-de-Calais-Picardie, et Sophie Montel, qui va gagner elle aussi, a pris le même engagement en Franche-Comté-Bourgogne. Vous voyez, donc on fera un arc là, patriote. Là c'est ça, quand on ne veut pas écouter le peuple, bah, nous on essaie de prendre la place, de faire en sorte que le peuple soit quand même consulté et qu'on puisse porter sa parole. Alors, j'espère une chose pour ces élections, vous voyez, c'est qu'il y ait une mobilisation citoyenne, c'est-à-dire une augmentation de la participation. Les gens voteront ce qu'ils veulent. Ce sera le débat, ça. Mais au moins, si chacun peut se dire on est citoyen français, et on a le devoir sacré d'aller voter, parce qu'on a été attaqué, parce que la France, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle a, dans ce qu'elle incarne,
a été attaquée et que des Français sont tombés, des innocents. Alors oui, on va aller accomplir lors du vote, pas simplement, on va être des citoyens français responsables. Après, vous choisissez qui vous voulez, c'est pas le problème. Chacun, c'est à chacun de convaincre. Mais on va, pour la patrie, aller voter. C'est tout ce que je demande aujourd'hui, et je vous remercie pour votre écoute extrêmement attentive. Merci beaucoup. Peut-être qu'elle aura une résonance particulière. Nous allons ensemble chanter, bien sûr, notre hymne national, la Marseillaise. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens, former nos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci, vive la France.